Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc voici un nouvel épisode de l'émission La programmation expliquée à ma copine. Donc je vous présente Sandrine, nouvelle présentatrice venue dans l'équipe Développement Facile. Bonjour. Donc dans cette nouvelle émission de La programmation expliquée à ma copine, on va découvrir ensemble, donc avec Sandrine, moi-même et vous, des techniques de programmation plutôt en partant du niveau débutant et en progressant au fur et à mesure. Donc Sandrine, si tu peux te présenter. Je m'appelle Sandrine, j'ai un tout petit niveau de programmation, j'ai fait un petit peu de Pascal, un peu de C++, et puis j'ai surtout programmé en ActionScript. Et puis je suis très contente de participer à cette émission, hein. Et c'est super, donc on va justement découvrir des nouvelles choses, approfondir certaines choses et aller un peu plus en avant. Donc tu as fait un petit peu d'ActionScript, tu m'as parlé d'un jeu de Pac-Man tout à l'heure. C'est ça, alors c'est vrai que je vais pas vous mentir, je suis allée chercher quelques codes sur internet, j'ai pas tout créé, mais voilà. C'est très bien en fait, souvent au départ, et c'est ce que je conseille, c'est de s'inspirer de codes sources existants. La méthode développement facile, elle est axée vraiment sur la pratique. Donc, bien sûr, il faut un petit peu de théorie, mais ce qui va vous permettre de progresser, c'est de choisir des cours en vidéo où vous avez des exercices de mise en pratique directe avec le code source et vous les réutilisez. Donc, vous faites comme Sandrine, vous réutilisez des exemples de code source dont vous avez compris le fonctionnement pour, au fur et à mesure, assembler comme un puzzle, assembler des briques de code pour construire votre jeu. Exactement. Donc là aujourd'hui, on va partir sur du développement JavaScript HTML5. Donc dans la précédente émission de la programmation expliquée à ma copine, vous avez découvert avec Léna c'était les bases de l'HTML5 JavaScript, une petite mise en bouche. Là on va aller un peu plus en avant pour voir concrètement ce qu'on peut faire. Mais ce sera vraiment un truc très très simple pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc on va basculer sur l'écran de l'ordinateur dans quelques instants, le temps qui se prépare. Voilà, donc aujourd'hui tu vas essayer de regarder juste le principe de fonctionnement d'un jeu comme ceci, où il suffit de pousser une caisse. Voilà. Je m'en rappelle plus, voilà, quand je joue comme ça, donc il faut amener la caisse ici. Donc voilà, et donc là c'est gagné en fait. Donc c'est un jeu en cours de développement, le message ne s'affiche pas encore, donc tout ça, ça va être à améliorer. Et le but c'est justement de découvrir comment avec le code mettre tout ça en relation les uns par rapport aux autres. Donc si tu as des questions, tu peux me couper directement, il n'y a pas de souci, hein. Alors déjà, est-ce que je peux te demander avec quel logiciel tu programmes? Eh bien voilà, moi j'utilise Sublime Text 2, donc c'est un logiciel qui permet de créer des applications avec plusieurs langages, donc n'importe quel langage. Donc là c'est de l'HTML, là il y a du JavaScript ici que vous pouvez voir. Et là il y a un framework, donc c'est incompréhensible, c'est normal. Du CSS, l'avantage c'est que ça met en couleur certains éléments et ça permet de se retrouver beaucoup plus facilement dans un fichier. Donc vous pouvez utiliser soit l'éditeur Sublime Text 2 qui est payant mais qui n'est pas très très cher, surtout si vous en faites une utilisation régulière. Sinon il existe Notepad++ qui est gratuit, qui fonctionne sous Windows. Et si vous êtes sur macOS, Linux ou Windows, vous pouvez utiliser Eclipse qui est gratuit avec des plugins. Alors dis-moi, pourquoi tu as plusieurs pages pour programmer le CSS? Ah oui, en fait c'est un système d'onglets. L'avantage de Sublime Text 2, de Eclipse et de Notepad++, c'est que lorsque vous créez une application, vous travaillez sur plusieurs fichiers en même temps. C'est logique, c'est normal. Et dans les applications, les jeux JavaScript HTML5, souvent vous avez des fichiers CSS, des fichiers JavaScript, des fichiers HTML. Donc les fichiers HTML, c'est pour la mise en forme, pour l'affichage. Le CSS, c'est tout ce qui est les couleurs, l'organisation, le positionnement des différents éléments.
Et ça, c'est le JavaScript, ce qui permet de créer le jeu, en fait. De créer la forme des objets. Voilà, le personnage. Le personnage. Lorsqu'on appuie sur les touches, le déplacement du personnage, le déplacement de la caisse. On peut même rajouter des musiques dans un jeu. D'accord, et ça, c'est dans le CSS. Non, tout ça, c'est du JavaScript, en Tout ça, fait. c'est du JavaScript. Le CSS, c'est... Ah, c'est les couleurs, tu m'as C'est dit. les couleurs, le positionnement du titre, la mise, le style du Le titre, style. la taille du menu, des caractères du menu, la couleur, le positionnement du bas de page, c'est D'accord. tout ça. Et l'avantage de ce système d'onglets, c'est que si, par exemple, ici, on inclut notre bibliothèque JavaScript, on inclut notre fichier JavaScript qui va lancer l'application, ça permet de le modifier en direct si on doit faire des modifications en fait. C'est beaucoup plus rapide, on peut faire du rechercher remplacer, tout est en couleur. Si je clique ici, ça met en surbrillance toutes les apparitions de width and width, la largeur. Par exemple, hop, ça met en surbrillance toutes les apparitions de ce mot-clé là, donc c'est très très pratique. D'autres questions avant de démarrer ou... Non, non. Donc, en fait, comme je vous le disais, il y a une partie HTML où là, c'est la div qui va contenir le JavaScript, donc l'exécution du jeu JavaScript. Ensuite, vous avez votre fichier JavaScript qui contient tout le code. Bon, là, c'est vraiment un exemple parce que avec la méthode développement facile, vous apprendrez à créer plusieurs petits fichiers JavaScript qui contiennent des classes. Ça vous évitera d'avoir 500 lignes de code dans le même fichier. En ActionScript, souvent, lorsqu'on découvre ce code, on met tout dans le même fichier. Je ne sais pas si tu as fait... C'est ça, si. Donc, c'est normal, hein, tous les débutants font ça, ils vont au plus simple. Et donc, le code est mis tout dans le même fichier. Du coup, c'est très dur à maintenir, difficile de trouver les bugs, difficile d'avoir des performances honorables. Et donc, après, le but, ça va être de séparer dans plusieurs fichiers JavaScript. Donc ça, on le verra dans une prochaine émission de la programmation expliquée à ma copine. Vous le verrez dans la prochaine émission. En attendant, on part de la base et on fait comme des débutants parce qu'on est là pour apprendre. Et donc, c'est normal, il faut passer par des étapes, on va dire par les erreurs de débutants où tout sera dans le même fichier. Et par contre, on va gagner du temps en utilisant un framework. Donc le framework Phaser, donc c'est incompréhensible. C'est normal, c'est un framework, nous on utilise juste son API. Ça permet d'accéder directement à des fonctionnalités préenregistrées. Donc là, le fichier a été compressé au maximum, tous les espaces ont été supprimés, tous les commentaires ont été supprimés. Ça permet de prendre beaucoup moins de place et donc un chargement, un affichage plus rapide de vos applications JavaScript HTML5. Concrètement, ça sert à quoi ça ? En fait, ça regroupe plein de fonctionnalités, tout ça. Et donc, ça, on ne l'utilise jamais. C'est juste, ça sert, c'est des fonctions précodées. Donc, c'est un framework qui contient plein de fonctionnalités. Par exemple, la gestion des collisions, la gestion de la gravité. Et après, on l'utilise en faisant appel à des sortes... Bon, en JavaScript, il n'y a pas de classe, mais on simule le langage objet. Donc, c'est comme des classes. Enfin, moi, j'appelle ça des classes, même si ça n'en est pas. Mais on le simule, ça permet d'organiser son code. Donc là, on instancie game avec différents paramètres. Et automatiquement, il va appeler en fonction du navigateur soit l'API Canva ou soit l'API WebGL. Donc game, c'est... Dans Phaser, en fait. Game, c'est un truc qui se trouve dans ton framework là ? Voilà, dans le framework Phaser, exactement. Donc on l'instancie. On prépare l'appel d'autres fonctions automatiquement. OnCreate, OnUpdate, OnPreload. Là, il y a des variables globales. Pour l'instant, elles sont définies ici, mais ce n'est pas terrible. C'est normal, on débute. Après, plus tard, on les mettra ici et on accédera à game.global, le nom de la variable. Ça permet lorsqu'on a beaucoup de fichiers dans un jeu, il faut éviter les variables globales parce que sinon, on peut appeler 2 fois le même nom de la même variable et du coup, ça peut gêner parce que les variables ne font pas la même chose. Alors que si on les place dans l'instance de la classe game, eh bien, elles seront affectées que à ce jeu-là, à cette partie-là de l'application. Et donc, vous pourrez avoir des variables qui ont le même nom. Ça ne va pas gêner l'exécution de votre jeu parce qu'elles seront dans des contextes différents. Elles seront soit dans game.global ou soit dans appli.global. Donc, deux environnements différents. Et donc,
là, on a un préchargement. En fait, on sépare la construction du jeu en plusieurs phases. Par exemple, on peut avoir une phase de boot. Donc, une phase de boot, c'est souvent en ActionScript, si vous en avez fait, c'est la petite barre de chargement Ouais. qui précharge les images, la musique, tous les éléments du jeu. Donc, le boot. Après, on a le preload. Ça va vraiment lancer le chargement des images. Donc, le boot, c'est l'affichage. Le preload, ça arrive après, c'est le chargement des images. Ensuite, on a la construction, le build, c'est la construction du jeu, du niveau. Donc, ça met en forme toutes les interfaces graphiques. Et après, on a update ou play. Donc, update, c'est appelé à chaque image par seconde pour mettre à jour, par exemple, quand le héros se déplace, le décor qui défile, des choses comme ça. Et à côté, vous avez tout un tas de fonctionnalités. Par exemple, écouter les événements quand l'utilisateur clique sur le bouton de la souris. Ça fait un déplacement d'un élément dans le jeu. Donc, on écoute les événements pendant le jeu, en fait, tout simplement. Donc là, on a notre phase de preload. Il n'y a pas de phase de boot dans cette application pour qu'elle reste relativement simple pour une première fois. Donc la phase de preload, on va charger les graphismes du jeu qui sont stockés dans le répertoire Asset. Il n'y a qu'une image dans ce jeu. Par contre, c'est une image spéciale. Je ne sais pas si tu connais en ActionScript. C'est un sprite, c'est-à-dire dans la même image, il y a plusieurs images et on choisit l'image à afficher. Non. Donc c'est très pratique. Très bien. Par exemple, là j'en ai pas à l'écran, mais ici, tout ça c'est dans la même image. En fait, ça c'est une seule image, ça c'est dans la même image mais à une autre position. Donc position 0, position 1, position 2 et position 3. Et quand on affiche l'image, on choisit la position que l'on veut afficher, donc on choisit l'image. Là, c'est que des positions 0, là, c'est que des positions 1, là, c'est la caisse doit être position 4 et le joueur position 3. Si on regarde le code source, c'est matérialisé par ces constantes-là. Empty, position 0, le joueur peut se déplacer. Wall, c'est un mur, position 1. Spot, c'est une place, position 2. Crate, c'est la caisse, position 3. Player, position 4. Donc, on se déplace dans notre sprite. Donc, un sprite, c'est une seule image qui en contient plusieurs. L'avantage, c'est qu'on charge une seule image et après, on peut l'appeler plusieurs fois en fonction de l'élément que l'on veut afficher. D'accord. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, tu peux... Non, mais vas-y, continue. Et donc, eh bien, après, on a fait le préchargement des éléments. Donc ça, c'est si on souhaite faire un affichage en plein écran, go full screen. Et après, on commence, on crate, on va construire notre environnement de jeu. Donc, on place un écouteur sur les événements du clavier. Les écouteurs, c'est très intéressant. Ça veut dire que quand vous appelez une fonction, vous êtes obligé d'attendre la fin de son exécution. Donc, pas très pratique. Qu'un écouteur, c'est que vous envoyez quelque chose. Et s'il y a quelqu'un qui écoute, il le récupère. C'est comme quand vous parlez à une personne, quand on se parle, je parle à Sandrine, si elle est intéressée, elle m'écoute, elle me répond. Si elle n'est pas intéressée, elle ne m'écoute pas. Un écouteur, c'est pareil. On appuie sur une touche du clavier, on envoie un événement. S'il y a un écouteur derrière qui est intéressé, il va répondre quelque chose. Donc si j'appuie sur la touche bas, ça va faire un défilement vers le bas de l'écran. La touche haute, un défilement vers le haut. Si j'appuie sur une autre touche, mais que le logiciel n'est pas intéressé, ça ne va rien faire du tout. Donc ça, c'est le principe des événements. Après, on construit le niveau, donc c'est des algorithmes. On ne va pas rentrer trop dans le détail pour cette première fois. Et là, dès que l'utilisateur appuie sur une touche du clavier, donc on lance les écouteurs. C'est ici, début du déplacement, on appelle la fonction début du déplacement. En gros, c'est pour déplacer le joueur tout simplement. Et tout le reste, c'est des fonctions qui permettent de mettre en œuvre notre jeu. Donc, comme résultat, ça donne ceci. Flèche bas, par exemple. Flèche droite, flèche haut, gauche, bas, droite. Là, on peut déplacer la caisse, comme ceci, juste en la poussant. Voilà. Et donc, après, il y a le style.css, donc ça permet d'effectuer toute la mise en forme. Par exemple, dans cette mise en forme, vous définissez la taille de votre police, donc taille 12, de l'Arial, dans tout votre site internet.
le haut de page ici avec une couleur de fond, l'alignement du texte écrit en gras. Vous avez également la navigation, le menu de navigation, la section c'est du contenu, des séparateurs, le pied de page toujours avec une couleur de fond centrée, un espacement, la bienvenue et les articles. Ce qu'on retrouve ici, haut de page, le texte centré à une certaine taille de police, le menu de navigation à une autre taille de police, la zone de jeu ici et le pied de page d'une autre couleur est toujours centré. Donc par exemple, Sandrine, si je te demandais de recréer un jeu comme ceci, qu'est-ce qui te manquerait quoi aujourd'hui? Oh là là, quasiment tout parce qu'en fait moi j'ai vraiment programmé sur des objets que je dessinais et j'avais pas à m'occuper de créer mes objets avec des lignes de code. D'accord, donc en fait toi tu dessinais les graphismes et après... Et après je mettais de l'interactivité dessus. Bah là c'est un petit peu pareil en fait, c'est le même principe dans main.js. Il y a des images. Donc là, il n'y en a qu'une image dans cette application. Elle est ici, tile.png, donc c'est le sprite. Donc c'est une image, on la charge dans le jeu. Et après, on a ici tile qui est utilisé à plusieurs endroits. Par exemple ici. Donc on l'insère dans notre jeu. Donc on prend l'image comme en Flash, on faisait des import ou quelque chose dans le style par le code. C'était pas exactement le mot-clé import, mais le principe était là. On récupérait l'image et on mettait un principe de fonctionnement derrière. Donc là, c'est le joueur et on affiche la frame, comme je te disais, dans un sprite, il y a plusieurs images. On se déplace sur l'image que l'on souhaite afficher. Et là, par exemple, c'est la même image que l'on utilise, mais vu que c'est un sprite, là, on va afficher une case vide. En fonction de ce que l'on souhaite afficher, on déplace la frame position 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc soit un mur, soit le joueur, soit une position vide, soit la caisse, ou soit l'arrivée du jeu, quoi, tout simplement. Donc du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as défini l'image qu'on voit à l'écran? Voilà. Où est-ce que tu l'as défini? Eh bien en fait, c'est tout simple. Il y a des constantes ici qui représentent les différentes positions dans le sprite. Donc la position 0, c'est vide. Le mur, position 1. Le player position 4, etc. pour create et spot. Donc create c'est une caisse et spot ça doit être un emplacement. Et donc on a un tableau organisé par ligne, donc ça correspond ici une ligne 0, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5, ligne 6, etc. dans le tableau. Et donc wall, que des murs tout en haut. Que des murs tout en haut. Mur, en petit, mur. Donc si on regarde... Que des murs tout en haut, mur, vide, mur, vide. Et on peut même le changer en direct. Si je mets en petit ici, voilà, et je vais recharger, donc on aura 3 en petit. Donc je recharge le jeu. Voilà, on en a 3. Et du coup, c'est comme ça que l'on construit le niveau. Évidemment, le joueur peut aller au niveau emplacement, il est vide, mais après il ne peut pas aller plus loin. Donc c'est tout simplement un tableau de constantes qui permet de créer le décor du jeu. Donc c'est une technique très souvent utilisée, les tableaux, donc on programme par tile, des jeux par tile, par case, ça dépend si on prononce en anglais ou en français. D'accord. Et alors ton petit bonhomme? Oui. On peut regarder comment tu l'as construit? Eh ben, le bonhomme, comment il est construit? Ben, c'est en fait, le bonhomme, c'est une image qui est dans le jeu. Je vais afficher le sprite, voilà. Donc, ça, c'est le sprite. Donc, image vide, le mur, l'arrivée, la caisse à déplacer. Ouais. Le bonhomme avec une animation, c'est pour ça qu'il bouge, on alterne sur 2 sprites pour le bonhomme. Et ça, c'est l'arrivée lorsqu'on gagne, tout simplement. D'accord. Et donc, pour faire le bonhomme, on se déplace, ça doit être dans Build, Level, si ma mémoire est bonne. Case Player ou Case Player plus Spot, c'est la caisse. Eh bien, on récupère Tile, notre sprite, et on positionne sur la bonne frame. Donc là, on a notre niveau, le tableau qui contient well, un petit. Ouais. Et là, il doit être écrit Player
Tu sais, quand on se déplace dans le tableau, on choisit la ligne. Ouais. On choisit la ligne et la colonne. Donc I et J, ligne et J, colonne. Et donc on doit être sur player, ça doit être la constante player. Et donc la frame numéro 4 ou 5 de mémoire, je ne sais plus, peut-être 3, 4. Eh bien on va afficher la frame 4 et donc ça va afficher le player, tout simplement. D'accord. Et pour le déplacement du joueur, il y a une fonction qui est move player. Ici, move player, donc avec des coordonnées qui permet de déplacer le joueur en faisant un effet tween. Les twins, en fait, en ActionScript, c'était beaucoup utilisé pour faire des effets élastiques comme ça. Ouais, je m'en suis pas servi, je suis pas allée aussi loin. Et ben, en fait, l'effet tween, on choisit une position de départ, il y a une position de départ et une position d'arrivée. On lui donne la position d'arrivée, on lui dit d'utiliser un effet soit rebondissement, soit élastique, et un temps pour y arriver. Et donc là, on a fait un effet tween, on lui dit les positions d'arrivée, tout en X et en Y. Il a 100 millisecondes pour y arriver avec un effet easing linéaire. Ce qui fait, bon là on ne le voit pas, mais c'est vraiment un effet très très modeste, mais voilà. On ne le voit pas trop, hein, l'effet en 100 millisecondes, l'effet est très très faible. Est-ce que tu as d'autres questions pour cette session ? Non. Donc aujourd'hui, par exemple, tu arriverais à réutiliser un petit peu le code pour faire 2-3 petites choses, sachant qu'il est commenté, il sera entièrement commenté en français, donc là c'est un exemple de code, il est pas terminé, mais il sera entièrement commenté, beaucoup mieux expliqué à travers une vidéo, donc ça permettra après de le réutiliser pour faire un petit jeu de ce style. Non, honnêtement, je pense que j'ai pas suffisamment d'expérience sur ce type de programmation. Et puis, alors moi, la programmation, tu vois, ça fait 20 ans que... Oui. Donc, ça a vachement évolué depuis. Et non, en fait, je pense que va falloir que je continue à suivre tes vidéos quand même. Et ben, de toute façon, on est là pour ça. Pour apprendre à développer des applications de plus en plus performantes, en partant du niveau, comme tout le monde a débuté un jour ou l'autre, moi aussi j'ai débuté, j'ai fait plein d'erreurs. Et bien c'est pareil avec Sandrine et vous, vous allez progresser au fur et à mesure des émissions. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les directement sous cette émission, donc sous cette vidéo. Il faut savoir que cette émission... J'appelle ça du semi-direct parce que bon, c'est enregistré mais il n'y a pas de coupure, donc si vous voyez des erreurs et tout, c'est normal, on ne fait pas de coupure, c'est comme une émission en semi-direct. Donc si vous avez des questions sur cette émission, la programmation expliquée à ma copine, posez-les directement sous cette vidéo. Vous retrouverez également sous cette vidéo un formulaire. Pourquoi il y a un formulaire ? Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire comme Sandrine, vous souhaitez apprendre, vous améliorer en développement JavaScript, HTML5, CSS, et il y a énormément de cours gratuits et organisés, donc il suffit de renseigner juste sous cette vidéo votre adresse mail, votre prénom, et au fur et à mesure, vous allez recevoir chaque semaine par mail un cours gratuit en vidéo qui va vous montrer comment faire telle ou telle chose, tel ou tel jeu, telle ou telle application, avec toujours un exemple de code source. Donc comme ça, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire, vous êtes sûr de progresser pas à pas. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine émission de la programmation expliquée à ma copine, et je laisse à Sandrine le mot de la fin. À bientôt et programmez bien.